Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Clarane Sevrin et je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui. Nous allons donc prendre une petite heure ensemble pour penser à quelques pistes pour renouer avec notre vitalité dans ces temps de contexte un peu particulier. Alors, je ne vais pas revenir sur ce contexte particulier, mais tout de même souligner qu'il fait émerger chez chacune et chacun d'entre nous des émotions et des mouvements très divers et très variés. Ça va de la colère à la dépression, à la fatigue, aux incertitudes de plus en plus grandes, à l'abattement parfois aussi. Et on se demande comment on peut justement mettre des mots, dire, parler toutes ces émotions. Comment on peut renouer avec le plaisir de vivre, le désir de vivre, et comment on peut se projeter dans cet avenir incertain. Tout ça, tous ces mouvements à travers nos positions diverses, nos positions d'individus, mais aussi en tant que parents, en tant que citoyens et aussi en tant que travailleurs dans nos métiers qui demandent une attention certainement toute particulière aux autres, à l'autre. Alors, on vous propose cette petite réflexion ensemble à partir du cadre de YAPACA. YAPACA, c'est un programme de prévention de maltraitance des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est un programme à travers lequel nous valorisons notamment le collectif et la solidarité comme point d'appui essentiel aux familles et aux parents. Alors nous y travaillons, c'est vraiment un programme transversal, nous y travaillons avec les différents secteurs qui composent la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y retrouve l'aide à la jeunesse, l'enseignement, la culture, le sport, les maisons de justice et l'ONE également. Et nous proposons différents outils de réflexion pour accompagner nos pratiques professionnelles quotidiennes auprès des familles. Et donc, vous retrouvez ce webinaire, mais d'autres webinaires aussi qui sont disponibles sur YAPACA et des petites capsules vidéo interviews de professionnels, mais aussi des textes à travers la collection Temps d'arrêt qui sont tous téléchargeables sur le site de YAPACA. Alors moi, je vais vous expliquer brièvement le cadre dans lequel on se retrouve aujourd'hui pour cette petite heure. Vous voyez actuellement 3 des 7 membres de l'équipe de YAPACA. Vous voyez Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et nous sommes rejointes aujourd'hui par Jean Van Emmelreyck. Alors pendant que Jean Van Emmelreyck prendra la parole, vous ne verrez plus que lui, mais nous restons, nous, bien mobilisés derrière nos écrans. Nous ne vous voyons pas. Nous ne vous entendons pas non plus parce que vos micros sont coupés, mais je peux vous dire que nous sommes actuellement 147 à être connectés aujourd'hui. Alors pour quand même un peu activer l'interactivité entre nous, je vous invite à partager vos réflexions, vos idées, vos suggestions à travers le petit onglet qui se situe dans le bas de vos écrans qui est nommé questions et réponses. Et moi, je vais les lire et je m'en ferai le relais auprès de Jean Van Emmelreyck tout au long de son fil de réflexion. Alors, si vous rencontrez des soucis techniques, malheureusement, on n'est pas en mesure de vous aider, mais sachez qu'on enregistre ce webinaire et qu'il sera mis à disposition sur le site de YAPACA très prochainement. Et donc, pour être tenu au courant, vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information qu'on envoie tous les vendredis par email. Alors, il me reste à vous présenter Jean Van Emmelreyck, qui a accepté avec vitalité notre invitation du jour. Il est psychologue et psychothérapeute du couple et de la famille. Il est également formateur à Assemblage Brabant Wallon et à ICNOS Trace Montpellier. Et il est chargé d'exercice, assistant chargé d'exercice à l'ULB. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment La Malséparation, paru chez Payot, et il a également pris la plume dans un ouvrage collectif Adolescents et difficultés scolaires. Voilà, je vous laisse la parole et je m'autoriserai à intervenir de temps en temps en relais de ce que chacun aura envie de déposer. Merci beaucoup. Donc, bon, le seul désagrément de votre modèle, c'est que je me vois moi.
Oui. C'est la première fois de ma vie que je donne une conférence où le seul paysage que j'ai, c'est ma tête, ce qui me plaît relativement peu. Je préférerais voir autre chose. Alors, je suis embarrassé par la proposition parce que je crois qu'on commence à avoir un discours qui ronronne autour de la situation de Covid. Je crois qu'on a tous des idées bien claires. On nous a répété 1000 fois ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. On a tous constaté dans notre clinique l'omniprésence de la mort, le désespoir rompant. Et puis, moi qui m'occupe pas mal d'ados, de jeunes, j'aime bien ça, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, je vous recommande le petit pas de côté, le texte d'arrêt qui a été fait par Madame Gustin sur les enfants, qui est vraiment passionnant sur le Covid et les enfants. En fait, ce qui me trouble un peu, si vous voulez, c'est de voir ces ados, ces jeunes adultes qui arrêtent de vivre, en fait. Qui arrêtent de vivre. C'est même pas qu'ils attendent, ils attendent plus rien, ils sont là en pause. C'est même pas un temps d'arrêt avec un demain qui espère quelque chose, c'est un temps d'arrêt, ils mangent plus, ils boivent plus, ils n'ont plus de projet. Et c'est même pas qu'ils attendent. Alors moi, je suis un vieux con, et donc moi, j'ai été élevé dans une sorte de culture un peu idiote, dans laquelle mes parents, qui avaient connu la guerre, m'avaient transmis l'idée que demain serait meilleur. Demain serait meilleur, qu'il y a un progrès, qu'il y a des projets, qu'il y a un avenir rieur, ensoleillé, qui m'attend, et demain, ma vie sera meilleure que la leur. Et puis on est passé, après la crise pétrolière, dans une idée peut-être que d'essayer de maintenir un futur qui soit aussi bon que l'actuel. Et puis là, quelque part, quand on écoute les ados, on se rend compte quelque part qu'ils n'attendent plus rien. Et vous savez qu'une société, quand sa jeunesse est en panne, elle est en réalité en panne globalement, car les jeunes d'une société ont pour vertu et fonction de créer du désordre, de créer de la perturbation, de venir poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse, de douter des réponses habituelles que l'on se donne, de manière à ce que la société puisse se régénérer de cette intelligence et produire un mouvement qui fait quelque part que la vie s'active. Alors, pour commencer, je n'avais pas envie spécialement de répéter ce que j'ai fait sur les quelques capsules que j'ai eu l'occasion de faire avec Madame Huppert. Je me suis dit que j'allais me promener un peu autrement et faire mienne une phrase de Pessoa. Je vais un peu me promener ailleurs, essayer de faire des pas de côté. Pessoa, c'est ce poète lisboète qui reprenait cette phrase glorieuse des marins portugais qui dit que naviguer est nécessaire, vivre n'est pas indispensable. C'est une phrase des navigateurs qui partent au loin dans la mer, et Pessoa l'avait reprise, et j'ai envie de la reprendre avec lui, dans lequel il dit « Vivre n'est pas indispensable, ce qui est indispensable, ce qui est essentiel, ce qui est nécessaire, c'est de créer. » Alors le mot essentiel, il est devenu un mot piège dans notre société, puisqu'il a hiérarchisé les choses. Il y a ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, ce qui est fondamental, ce qui ne l'est pas. Créer. Fondamentalement, comment est-ce qu'on pourrait se remettre à être des gens créatifs, à des gens qui produisent de l'intelligence, à ce qu'ils se saisissent au sens premier de la crise. La crise, comme disent les Japonais, c'est à la fois un moment d'arrêt, un moment d'effondrement et un moment d'opportunité. Comment est-ce que nous pourrions, dans notre clinique, dans notre quotidien, dans notre vie, nous remettre à être créatifs? Car la vie n'est nécessaire qu'à la condition que nous soyons en train de créer. Alors, pour atteindre cet objectif, je vais me permettre de me promener avec vous sur quelques mots. Alors, les mots que j'ai retenus, c'est courage, humour, errance, nonchalance, fatigue, colère et vengeance. Alors, la première des choses, c'est que historiquement, le monde est scandé par des épidémies. Le mot renaissance, par exemple, que nous connaissons tous et que nous associons à ce renouveau artistique qui est né en Italie, est en fait un moment historique où la peste cesse de détruire la société. Le mot renaissance, c'est ce mot qui illustre ce moment clé de notre vie où tout à coup, ce n'était plus la mort qui dominait, mais la créativité, justement. Les épidémies, elles sont nombreuses, elles ont toujours été là. La guerre 14-18 a tué à peu près 20 millions de personnes, et à l'instant où la guerre se terminait, commençait l'épidémie de grippe espagnole, et celle-là a tué 50 millions de personnes, c'était il y a un siècle. Alors c'est quand même très troublant. Déjà, à cette époque-là, il y avait un Trump qui se promenait quelque part, puisqu'en fait, la grippe espagnole, c'est naturellement une fake news. C'est une pathologie qui s'est développée au Texas, qui est arrivée en Europe par les troupes
américaine amenée par bateau d'Amérique vers l'Europe. Et le premier cas décrit de cette grippe américaine a été décrit en Espagne. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la grippe espagnole. Mais ce n'est pas du tout espagnol, c'est américain. Donc, il y a toujours eu autour des épidémies un questionnement fondamental, comment repenser la société, comment la réorganiser, comment se la réapproprier. Et puis, au fond, comment profiter, et puis aussi comment on en parle. Dans la Grèce antique, il y a un mot fondamental qui est le mot physis. Ça veut dire la puissance de la nature. L'homme, dans la Grèce antique, n'a aucun pouvoir, n'a aucune force, n'a aucune capacité. Si ce n'est que va surgir dans cet univers où la nature est maître de tout et où l'homme n'a aucune compétence à s'opposer, la figure du héros. Le héros, c'est celui qui ne se laisse pas faire, qui montre que du côté de l'homme, il peut aussi être créatif, inventif, offrir des clairières, comme on dit dans la poésie grecque antique, des clairières de non-impuissance et de non-indifférence. Le héros, c'est cet homme qui va montrer que l'homme dispose, par l'énergie qui est la sienne, de la capacité de s'opposer au destin, à la fatalité ou à la puissance de la nature, que l'homme pourrait peut-être tenter de faire quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans cette lecture de l'opposition à la nature, c'est que l'énergie, le carburant du héros, c'est la colère. C'est un homme en colère qui ne va pas postposer sa colère, qui ne va pas réfréner sa colère, qui ne va pas retarder sa colère, mais qui va l'utiliser pour le mettre au profit des hommes. Or, cette colère, on en entend parler. On voit bien quelque part que dans notre société, face à la situation un peu chaotique dans laquelle les politiciens et la situation sanitaire nous placent, et le virus bien sûr, ben cela suscite de quelque manière que ce soit une certaine forme de colère. Et au fond, cette colère, qu'est-ce qu'on nous propose? On nous propose de la réprimer, de l'éteindre et de la contenir, parce que quelque part, nous devons attendre d'être sortis d'affaire. En réalité, Nietzsche a beaucoup parlé sur ce moment, comment dirais-je, chrétien par excellence, où l'on doit réprimer sa colère. Si vous regardez bien, nos sociétés ont transformé le virus en un Dieu tout-puissant, qui a toute force sur nous, et qui remet en mouvement une sorte de lecture chrétienne de la lecture du monde, dans lequel l'homme attend sa mort pour enfin obtenir justice. Il doit réprimer sa colère personnelle, il doit réprimer ses désirs, il doit remettre à plus tard, remettre à Dieu dans une sorte de justice suprahistorique où les erreurs de chacun aboutiront à une condamnation, à une restauration. La première question qui doit se poser au travers de ce qui nous arrive, c'est de se rappeler que dans le champ de la santé mentale, il y a deux forces qui nous animent. La première, celle qui est tellement décrite par les psys, c'est celle du désir, celle de l'éros, celle de la volonté de quelque chose, de cet objet que nous n'avons pas et que nous aimerions avoir, qui convoque le manque, l'absence, et qui nous mobilise vers quelque chose. Mais il y a une deuxième force que la psychologie a longtemps étudiée, qu'on appelle le thymos, qui est la fierté, la reconnaissance, la légitimité, la gestion de la honte, tout ce qui touche à la place de l'homme. La première des choses, je crois, qui va être nécessaire, c'est de ne pas oublier quelque part que cette colère qui traverse les hommes a une valeur fondamentale, de la valider, plutôt que de la réprimer par la morale ou par la punition, de lui donner cette force de permettre aux hommes de voir dans cette colère une manière de dire au monde, à la nature et au virus et aux politiques que quelque part, nous ne sommes pas des oies blanches qui allons nous laisser faire, que la nature n'a pas tout le pouvoir, que l'homme par sa culture, son intelligence et sa créativité peut faire quelque chose. C'est nous rappeler que nous sommes des êtres de créativité. Et cette colère n'est jamais qu'une énergie qui se met au service de cela, non pas pour détruire, non pas pour casser, mais pour dire quelque part que nous sommes acteurs et pas simplement passifs, impuissants, au bord du chemin, à attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Il ne faut pas oublier quelque part que dans cette lecture chrétienne où l'on dit « ajournez votre vengeance, ajournez votre colère, ajournez », cette culture du renoncement est une culture qui naturellement soutient en son cœur un risque majeur décrit par Nietzsche qu'on appelle la vengeance. À partir du moment où quelque part l'homme retient, contient, dissimule, cache, nie cette colère qui l'anime, quelque part il se met dans une situation psychique d'une colère qui va gronder en lui et qui s'exprimera. Et la première des choses, c'est qu'on voit bien sûr dans notre culture quotidienne, dans notre pratique de clinicien,
combien cette colère interdite, non reconnue, non légitimée, non nommée comme une valeur essentielle, mais plutôt critiquée en ayant recours à un discours moral, amène quelque part un grand nombre de situations conjugales, familiales ou institutionnelles à produire de la violence, à produire cette violence parce que cette colère, elle est critiquée alors qu'elle est une force vitale, essentielle et nécessaire à être debout et à dire au monde cette chose qui est tellement fondamentale. Pourquoi les hommes font-ils quelque chose plutôt que rien? Cette question qui est là depuis toujours, qui est une question ontologique, qui vient à la base de toute histoire individuelle collective, c'est que l'homme est un acteur qui raconte le monde, qui produit le monde et qui le crée. Et donc, quelque part, il y a cette question ontologique fondamentale. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les hommes font-ils quelque chose plutôt que d'attendre? Et je pense que le premier mouvement de vitalisation, c'est de pouvoir reconnaître, en quelque sorte, ces émotions singulières qui nous animent, plutôt que de proposer une attente, un renoncement, car à mon sens, la capitalisation du renoncement produira une violence sans borne, autant, je dirais, chez les politiciens que chez les citoyens. Ça, c'était mon premier point de réflexion. Le deuxième, il est plus sociologique. Vous aurez remarqué quelque part qu'il y a une question fondamentale qui anime l'école. L'école et le système du ministère public qui s'en occupe sont devant un paradoxe qui est que chaque jour, on en demande un peu plus à l'école. Il y a eu dans notre société un mouvement qui s'est opéré et qui a dépassé l'intention première. En fait, l'école au départ, c'est de fournir l'occasion à chacun de recevoir une instruction que les parents ne pourraient pas donner. Mais petit à petit, dans cette volonté de transmettre un savoir à chacun égal et d'inventer le professeur, c'est-à-dire celui qui dispose d'un savoir que les parents n'ont pas, a amené progressivement à une bascule, c'est-à-dire que les écoles sont de plus en plus spécialistes et les familles sont de plus en plus désappropriées de leur fonction d'apprentissage. En quelque sorte, elles ont été vidées de leur contenu au profit des écoles, et ce sont les écoles aujourd'hui qui sont les producteurs de savoir, les familles ne sont plus dans ce rôle-là. L'école a pris une place de plus en plus grande, à tel point que cette place devient de plus en plus oppressive et que l'école est de plus en plus devant un paradoxe qui est que plus elle dispose d'argent et de missions, moins elle y arrive, tellement les missions sont de plus en plus présentes et pesantes. Chaque fois qu'il arrive un problème dans une société, les experts finissent par dire qu'en fait tout ça est question d'éducation. C'est-à-dire que l'école apparaît dans l'idiome contemporain le lieu où tout va se régler. Quand il y a du terrorisme, on doit réinvestir l'enseignement. Quand il y a des problèmes d'agressivité, il faut réinvestir l'enseignement. L'école est devenue le lieu fournisseur universel du savoir qui va régler tous les problèmes et l'école est dépassée par la mission qui est la sienne. Si vous acceptez ce tout petit détour, vous remarquerez qu'en fait, le système sanitaire de nos pays est dans la même situation, c'est-à-dire dans une situation analogue à celle de l'éducation nationale. Au XVIIIe siècle, les autorités publiques ont commencé à mener des postures qui ont justement à voir avec les épidémies. Ils se sont chargés de vacciner contre la variole, d'entreprendre de grands travaux d'égout public complets dans toutes les villes pour lutter contre la dysenterie, contre le choléra, contre la typhoïde, par la mise en place de tout un système de soins où c'était l'État qui se prenait en charge. L'État se mettait en charge de la maladie et des malades. Mais le ministère qui s'est occupé de cela, c'est le ministère de la Santé. C'est intéressant comme glissement sémantique. Plutôt que de lutter contre la maladie, le ministère des maladies est devenu le ministère de la Santé. Et de plus en plus, il accroît. Et aujourd'hui, nous voyons assister à un paradoxe qui n'est pas totalement inintéressant par rapport à ce qu'on traverse pour l'instant. C'est que l'idée essentielle, c'est que quand on transforme la gestion de la maladie en gestion de la santé, c'est qu'en fait, l'État est devenu un guérisseur universel. Il doit absolument guérir tout le monde, c'est sa mission. Et il y a une transformation symbolique de la notion de mort dans une société comme la nôtre. En fait, historiquement, la mort, c'est quelque chose qui arrive à chacun
et la médecine pouvait éventuellement retarder son arrivée. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société où la mort occupe cette place-là. La mort, c'est vu comme un échec du ministère de la Santé, qui n'a pas fait son travail. Il suffit de voir aux États-Unis l'explosion comment dirais-je, des menaces qui pèsent sur le médecin. Lorsque quelqu'un est malade et meurt, il y a toujours un avocat dans le hall de l'hôpital qui vous arrête et qui vous dit « Et si on portait plainte contre le médecin parce qu'on trouvera bien quelque chose ?» Le deal est simple, ça ne coûte rien à celui qui vient de vivre un drame. On lui dit « Voilà, on va réclamer quelque chose parce que s'il est mort, c'est que le système de santé n'a pas fait son travail. » Et donc la mort n'occupe plus dans une société comme la nôtre une place qui est légitime dans la construction identitaire. Maintenant, il y a un ministère de la Santé qui nous garantit une santé absolue. Et donc, lorsque la santé n'est pas là, c'est que c'est une faute du système de santé. Et donc, les médecins, le ministre de la Santé, et en Belgique, il y en a 9, sont tenus pour responsables de cette mort qui devrait surgir, certes, mais plus tard, et les médecins ont pour mission, mandatés par le politique, d'empêcher cette mort. Mais si on y réfléchit bien, ça signifie quelque part que cette crise sanitaire dans laquelle on est nous permet peut-être de repenser un peu cet équilibre. Qu'est-ce qui se passe d'une société qui désapproprie les hommes de leur mort, qui est en fait une affaire d'État et pas une affaire individuelle? Vous savez très bien hein, que cette phrase qui est « l'homme pense par lui-même consciemment, mais est traversé inconsciemment par des forces qui agitent la société », par une sorte comment dirais-je, de destin historique qui anime les hommes. Une des questions fondamentales, c'est que peut-être une manière de revitaliser notre vie, c'est de reposer la question de la vulnérabilité. Je pense quelque part qu'une société est construite sur une réflexion partagée autour de la vulnérabilité. Le principe fondateur, et c'est pour ça que je me référais au livre de Madame, j'ai oublié son nom maintenant, qui a écrit chez Yapaka, chez Pascal Gustin. Gustin, merci. L'idée fondamentale, c'est qu'un bébé, quand il vient au monde, c'est un être construit sur la vulnérabilité. Il ne peut par lui-même rien faire. Il ne sait pas se nourrir, s'hydrater, s'occuper de lui. Il ne viendra au monde que grâce à l'intercession de tous ceux qui veillent sur lui. Et c'est cette vulnérabilité qui constitue même le socle même de l'édifice familial qui va pallier à la vulnérabilité. Et puis, il va progressivement grandir, acquérir une culture, un langage, des gestes, qu'il va acquérir grâce justement à sa vulnérabilité. La culture des hommes naît de la vulnérabilité, c'est leur puissance. Réduire la mort à ce que l'État en a fait et en fait pour l'heure, la déifier pour en faire une sorte d'absolu, puisque nous ne pouvons plus mourir, ou si nous mourons, nous ne pouvons mourir qu'en bonne santé et vieux, en ayant mangé des fruits tous les jours, en ayant fait du sport, en ne fumant pas, en faisant l'amour avec des préservatifs, en buvant de l'eau, en buvant moins, en arrêtant de fumer. L'État maintenant se charge de nous dire tout ce qu'il faut que nous fassions et c'est une désappropriation des corps. Et il me semble qu'une manière de remettre de la vitalité, le mot le dit par lui-même, de la vie, c'est cette réappropriation des corps. On le voit dans le geste vaccinal d'ailleurs. Quand vous écoutez les gens qui s'opposent à la vaccination, qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, il y en a certains qui ne veulent pas parce que c'est une injection de la 5G et qu'après ça, Google pourra nous surveiller. Il y a des complotistes, je ne parle pas de ceux-là, je n'ai pas beaucoup d'avis à ce propos. Mais je parle de ceux qui disent non, non, je ne veux pas de la vaccination. Bon, il y a ceux naturellement qui le voient dans un geste politique, c'est-à-dire que la vaccination apparaissant comme une réponse politique à une crise sanitaire s'oppose à cela. Mais il y a beaucoup de gens qui disent au détour de ce qui se passe, je me rends compte que mon corps ne m'appartient pas. La vaccination, ce serait un geste de désappropriation de mon corps. Et par le fait de non vacciner, je me réapproprie mon corps. Et au fond, quelque part, si nous réfléchissons bien, à mon sens, un des questionnements que les psys, les éducateurs ont à poser, c'est justement comment faire avec la colère des hommes et comment faire avec cette question de la posture des corps et de la réappropriation du corps et de l'émergence d'un collectif qui doit réfléchir à la vulnérabilité autrement que par la désappropriation des corps. On sait que quand on arrive à l'hôpital, il y a un deal entre nous et le médecin. On lui passe notre corps, il prend du sang, de la salive, toutes sortes de choses, de la peau, il fait des photos de nos organes intérieurs, mais il y a un contrat, on lui passe son corps pendant un certain temps, il répare et puis il nous le redonne. Mais la question de la propriété des corps est véritablement vitale dans une société comme la nôtre, et cette crise
est vachement intéressante. Elle est vachement intéressante. Et quand on écoute ce que beaucoup de gens disent, la question de la propriété des corps est extrêmement présente, extrêmement fondamentale. Or, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des êtres qui mettons 20 ans à nous approprier le corps. Le corps qui est le nôtre au départ n'est pas le nôtre. Il est porté par le geste et l'amour de ceux qui veillent sur nous. Et petit à petit, on s'approprie ce corps. Et en vieillissant, malheureusement, on risque à nouveau de le perdre et de le voir confié par nos dépendances diverses à quelqu'un qui prend soin de nous. Je trouve que cette crise doit nous amener à réinventer cette propriété du corps, cette gestion de sa santé, cette gestion de son corps, et de ne plus être dans un paysage où la nature est une sorte de lointain, où mon corps m'appartient et l'État m'a promis que je ne mourrais vieux, en bonne santé, pour peu que je fasse ce qu'ils me disent. Et donc de cette réinvention d'une hiérarchie d'appartenance. Je voulais justement faire un petit détour par une phrase un peu longue. Alors, comment je dois faire parce que je n'ai pas compris. Les questions apparaissent quelque part? Non, je vous les transmettrai au fur et à mesure. Ah, d'accord, d'accord. Moi je pensais que je devais faire quelque chose. Non, pas du tout. Voilà. Et en fait, je repensais à un texte de Sartre, La nausée, qui dit principalement ceci. Alors, qui dit, c'est une phrase que j'ai reprise. Principalement à cette heure, que j'aperçois la mienne si brève en temps, je la veux étendre en poids. Je veux arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie et par la vigueur de l'usage compensé, la hâtivité de son écoulement. À mesure que la possession du vivre est plus courte, il me faut la rendre plus profonde et plus pleine. Sartre vient questionner une troisième dimension qui est vraiment fondamentale dans cette crise de Covid, c'est la question de la temporalité. Vous savez quelque part que nous sommes dans une situation toute singulière et toute banale qui est que le temps est une chose étrange. Le passé, par essence même, est passé. Plus jamais je ne pourrai être dans le passé puisqu'il, par essence même, il est passé. Donc le passé est une sphère temporelle à laquelle je n'ai plus accès. Le moment où Madame Servin me présente ne pourra plus jamais m'arriver. Ce temps-là est passé. Je pourrais encore avoir le plaisir de la rencontrer, mais plus jamais comme je l'ai eu tout à l'heure, lorsque je lui ai fait peur d'arriver tout juste à temps pour ce petit webinaire. Le temps passé, par essence même passé, plus jamais je n'aurai accès à mon passé. Mon futur, celui où à la fin de cet entretien, dans 1 heure, Madame Sevrin me dira que ce n'était absolument pas ce qu'elle m'avait demandé de faire, qu'elle m'engueulera de la piètreté de mon intervention. Je n'y suis pas encore et je ne pourrai pas y être avant d'y être. Mon présent ne me permettra jamais de le quitter pour aller vers un futur, puisque par essence même, le futur est à venir. Et donc, il n'est pas. Donc, on est sur le plan temporel dans une structure très particulière, c'est-à-dire on n'est plus, on n'est pas encore. Ces deux-là, on n'y a pas accès. La seule chose à laquelle on a accès, c'est cet instant dans lequel je suis. Et pour reprendre la formulation de Sartre dans La nausée, à mesure que la possession du vivre est plus courte, il me faut la rendre plus profonde et plus pleine. Il y a une question sur la temporalité. Comment est-ce que nous allons aujourd'hui questionner cette temporalité? On entend bien dans la bouche des ministres ou des gens de la rue, puisque maintenant, quand il y a une idée quelconque, les journalistes vont faire des micro-trottoirs sans cesse. Qu'est-ce qu'ils disent? On va retrouver un comme avant. Bien sûr que non, qu'on ne va pas retrouver un comme avant. On va devoir inventer un comme après. Et la première question qui va être la nôtre, c'est comment réinventer du temps, notamment du projet, de l'espoir, du rêve, du demain qui nous promet quelque chose. Et je pense quelque part qu'une manière de réenchanter la vie, c'est de questionner cette manière de faire du temps. Si bien que de manière métaphorique et un peu ridicule, je vous conseille de faire du vélo. Moi, je vous invite véritablement, métaphoriquement, à faire du vélo. Je sais que ça paraît ridicule et je m'excuse auprès de Madame Sevrin et Madame Huppert et Madame Baudelot de mes propos, mais je vous invite à faire du temps. Du vélo, pardon, justement, à faire du temps. Justement. Du vélo. Comment? Je dis justement, à faire du temps. Vous savez, la marche et le vélo, c'est par essence même un pied de nez aux valeurs ultralibérales qui animent notre monde. Parce que le vélo, il rappelle à la sensation du monde, à la lenteur, à la nonchalance, au sentiment d'être vivant, de voir les choses s'écouler. Il
Il nous ramène en permanence au sentiment d'être vivant. Il est même dans une permanence de la sensorialité, du monde, de ses odeurs, de ses paysages. Et il vient réenchanter l'instant en mettant en scène quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que le vélo, c'est vraiment pas très compliqué au niveau de la technicité, dans un univers où justement règne, depuis ce Covid, l'hyper-technologie et le numérique. Le vélo, c'est vraiment deux pédales avec un pied qui se repose pendant que l'autre travaille, et un guidon et des freins, et on est parti. C'est cette question de redonner au temps qui passe de la texture. N'oubliez pas que les psys n'existent plus si on leur supprime le temps. Car comme l'homme ne peut pas être dans son passé et dans son futur, la seule chose qu'il peut faire, c'est donner de l'épaisseur au temps qui passe, c'est-à-dire à s'inscrire avec profondeur dans l'instant, à en profiter, que ce soit avec colère, que ce soit avec nonchalance, que ce soit dans une sorte d'errance vélocipédique, et je m'excuse de ma métaphore, ou que ce soit avec courage. Ça, c'est l'autre mot que je voulais vous proposer d'explorer, le courage. Le courage qui est un mot qui, à mon sens, est totalement perdu de son importance. Mais le courage, c'est quelque chose qui est un mot qui est vraiment invité à être à repenser, parce que pour moi, le monde politique et les immunologues et les virologues et les épidémiologistes et les géographes de la santé ont convoqué la peur. Or, de nouveau, le fait de vivre en société, le principe fondateur de la ville, de la cité, c'est l'exclusion de la peur. Quand vous regardez comment une ville est construite, on va construire une enceinte, un mur, qui délimite un dehors et un dedans. En dehors de la ville, on met les pestiférés, donc les lépreux, les colériques, on met les morts hors la ville et on met la prison hors la ville. Donc ce qui perturbe l'ordre social, la mort, la maladie, la folie et la prison, puisque l'hôpital psychiatrique est également hors la ville, on le met hors la ville. Dès lors, la ville, dans l'enceinte même de son intimité, est à l'abri de la peur. Il ne faut pas oublier que quelque part, si vous regardez les villes belges, je ne peux pas le dire comme ça pour toutes les villes, j'en sais rien, mais les villes belges, vous verrez quelque part que le cimetière, la prison et l'hôpital psychiatrique sont souvent sur un périmètre assez restreint et hors la ville. L'enceinte exclut ce qui fait la peur. Le maintien de l'ordre public, c'est d'exclure la peur, d'exclure ce qui vient déroger à cet ordre public, c'est-à-dire ce qui fait désordre, le fou, le malade ou le mort. Et donc nos sociétés sont construites sur l'exclusion de la peur. Or, qu'est-ce qu'ont fait les virologues? Ils ont convoqué la peur pour nous amener, en quelque sorte, à des comportements adéquats par rapport à la crise sanitaire. Ils ont bombardé la société d'une peur absolue qui est la mort est là à tout instant. Et donc, couchez, restez chez vous, coucouche panier, allez vous mettre à l'abri, puisque l'enceinte de la ville n'est pas suffisante que pour nous protéger du virus. Nous sommes devenus, comment dirais-je, des individus isolés. Le périmètre de sécurité, c'est notre corps autour de nous, et il y a cet éloignement des autres et cette place faite, comment dirais-je, à la peur plutôt qu'au courage. Moi, j'aime bien le mot courage. Vous connaissez cette phrase certainement, qui est que le courage n'est jamais que le pacte secret qu'il y a entre la peur et la vie. Cette idée, quelque part, plutôt que de voir la peur comme maître, c'est de questionner le courage, c'est-à-dire comment l'homme va se confronter avec ce qu'il est à sa vie, c'est-à-dire s'approprier sa vie pour se questionner sur son positionnement, non sous l'emprise de la peur, mais sous l'emprise de la colère. Dès lors, quelque part, je pense que le travail qui va être le nôtre va être de faire une place à ce courage de manière métaphorique. Il va falloir que les hommes racontent, dessinent, dansent, chantent, théâtralisent, métaphorisent, rient de cette histoire. Il va falloir transformer. Et je pense quelque part que c'était l'entame de ma première question, qui est que la vie n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de créer, c'est de raconter ces histoires, de raconter. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, il se passe quelque chose de très étrange. Et je trouve qu'il est important de se le rappeler 30 secondes. Souvenez-vous des attentats de Bruxelles et les attentats de Paris. Si vous vous souvenez, avec les attentats de Paris, c'est des djihadistes belges ou vivant en Belgique
qui sont partis de Bruxelles, d'une commune qui s'appelle Molenbeek, et qui ont pris leur voiture et qui sont montés à Paris et qui sont allés tuer des braves gens. Le lendemain des attentats, des journalistes français sont venus à Bruxelles, ont été dans la commune de Molenbeek et ont fait des reportages. Et on a vu des reportages sur les chaînes françaises et nous avons tous été amusés par la manière dont les Français, parisiens ou autres, parlaient de Bruxelles, surtout lorsqu'ils parlaient de Molenbeek. Donc je vous rappelle que pour un Bruxellois, on dit Molenbeek. Ça s'écrit M-O-L-E-N-B-E-E-K. Et donc cela attend dans la bouche d'un Belge une certaine intensité sur le mot ek, Molenbeek, ce qui dans la bouche des journalistes français est devenu Molenbeek. Ça nous a fait rire, ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis il y a des attentats à Bruxelles. Et lorsqu'il y a des attentats à Bruxelles, le lendemain, si vous vous souvenez, les djihadistes ont mis des bombes à l'aéroport et dans la station de métro Maalbeek. Donc il s'écrit M-A-L-B-E-E-K. Enfin, Beek, ça veut dire rivière. Et en bruxellois. Et donc les Belges se sont dit, ben oui, c'est normal que les djihadistes aient mis une bombe dans la station de Maalbeek, c'est pour ennuyer les journalistes français, puisque naturellement les Français ont dit qu'il y avait une bombe dans la station Maalbeek. Ce n'est pas fondamentalement rire, et aujourd'hui c'est même totalement ridicule. Mais à l'époque, quel geste de santé mentale au lendemain d'une abominable agression des hommes, de la société, de la vie, du groupe, des Belges, de l'envie de vivre, cette agression qui vient tuer des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, qui sont au mauvais moment, au mauvais endroit, il n'y a rien qui permet d'expliquer ça, c'est un geste de santé mentale que de produire justement une différenciation par de l'humour. Mais par un humour qui n'est pas visuel. Ce n'est pas des petits films qu'on voit sur Internet ou sur WhatsApp, c'est des blagues qu'on se raconte. Vous avez beaucoup entendu de blagues qu'on se raconte sur le coronavirus? Très peu. Ça commence un tout petit peu à venir. Un tout petit peu. On nous a beaucoup montré des photos, des dessins, des mises en scène, des pièces de théâtre, mais pas de blagues. Pas de ces blagues. On n'est pas encore capable de s'approprier ça comme pour se différencier. C'est ce geste-là fondamental qu'il va être nécessaire de réinstaurer, c'est comment raconter ce qui nous arrive, c'est-à-dire transformer la brutalité à laquelle on est confronté en histoire que l'on peut raconter. J'ai entendu une blague à Paris où à un moment les spécialistes français proposaient que dans le métro parisien, les gens ne parlent pas pour éviter la propagation du virus. Et je ne sais plus très bien quel comédien a trouvé que ce n'était pas suffisant comme stratégie, qu'il proposait plutôt que les gens arrêtent de respirer durant leur parcours en métro parisien. C'était une tentative de se réapproprier cette absurdité, cette brutalité pour en faire une histoire. Nous allons devoir soutenir encore et encore et encore tous les gestes de transformation de la brutalité de ce virus, de cette crise sanitaire et de la mort omniprésente en histoire à raconter, à la fois pour nos enfants, à la fois pour nos passés. Et de nouveau, le bouquin de Pascale Gustin est essentiel puisqu'elle aborde la notion des silencieux, c'est-à-dire elle parle de ceux qui n'ont pas accès à la parole, les bébés et les vieux mourants, c'est-à-dire ceux qui justement n'ont pas accès à une parole de transformation. Vraiment de pouvoir, alors vous savez, on le sait tous, on est psy, on a cette idée fondamentale, mais il y a une chose qui est très, très, très importante de se rappeler, aussi banale soit-elle et aussi ridicule soit-elle, c'est que nous sommes des êtres de conversation, de conversation. Le mot est à mes yeux un mot essentiel et fondamental. Pourquoi essentiel? Parce que la conversation, c'est quelque chose qui tente, le temps d'un instant, de briser la séparation ou la rupture des corps ou la séparation du monde. La conversation, c'est un processus dynamique qui unit deux personnes ou plus dans un geste d'un va-et-vient constant où le visage de l'un détermine à l'autre sa parole et la parole de l'un détermine au l'autre son visage. C'est une co-construction fondamentale, permanente, à tout instant, du lien, qui n'a rien à voir avec la communication, qui permet l'interactivité. Moi, ici, on fait un webinaire, je trouve que c'est comment dirais-je, une stratégie intéressante, mais ça n'a rien à voir, souvenez-vous, avec nos conférences, où nous étions dans une même salle. Hein, ici, naturellement, comme si vous vous ennuyez de ce que je dis, vous pouvez vous gratter le nez, vous pouvez aller aux toilettes, vous pouvez naturellement aller chercher une tasse de café, mais par contre, il y a toute cette ambiance, tout ce mouvement, ce corps à corps,
ces moments de rire. Vous savez, quand je donne des conférences, ou quand j'en donne quelques-uns de temps en temps, j'aime parcourir mes conférences de blagues idiotes ou de métaphores ridicules. Et j'adore sentir justement ce mouvement qui traverse les gens, car vous savez quelque part que l'humour a différentes vertus, comme de créer de l'appartenance, puisque l'humour est un rythme, c'est-à-dire que l'éclat de rire partagé est une synchronie des corps, c'est cette conversation, cette création d'un lien, et donc de réinstaurer la conversation. Or, on nous a dit quelque part qu'il fallait qu'on fasse du télétravail, qu'on soit à distance. Il faut vraiment, de toutes les manières qui sont les nôtres, essayer de se réapproprier avec force et vigueur la conversation, ces discussions. Alors moi, j'ai un rituel maintenant, j'ai un voisin. Nous avons décidé de boire un verre à 1,5 m l'un de l'autre, au-delà de notre clôture, et nous parlons de notre voisin qui nous ennuie. Nous avons un troisième voisin qui nous ennuie et qui nous attaque en procès régulièrement, et qui est un homme qui se dit issu de la noblesse et de la bonne société, et que nous ne sommes que des roturiers indélicats. Nous avons donc décidé, il a des chats, j'ai des chats, nous avons décidé d'en adopter un nouveau qu'on a appelé Trouduc. Et donc très régulièrement, quand il est dans son jardin, nous sortons dans le nôtre et nous appelons tous nos chats, et je crie donc à la cantonade comme mon voisin, Trouduc, Trouduc. Ce n'est pas fondamentalement intelligent, ça n'est pas fondamentalement élégant, mais ça nous fait beaucoup rire. C'est un geste absurde, ridicule, une désobéissance de gamin. C'est... il n'y a pas de quoi en faire un procès, si ce n'est que mon voisin est un homme célèbre, un homme que l'on voit dans les écrans, c'est un homme de célébrité cinématographique, je ne peux pas le nommer bien sûr, parce que dire que cet homme partage avec son voisin un chat qui s'appelle Trouduc nuirait à sa respectabilité, et comme moi je ne suis pas un homme respectable, je peux le dire. Nous avons ce moment d'écart, de désobéissance, qui nous donne un sentiment fondamentalement ridicule de désobéissance, c'est-à-dire de sortir de cette capture de l'instant dans lequel nous sommes, et qui a cette faculté de nous amener vers quelque chose qui n'existe plus, la nonchalance. Au risque de radoter, vous aurez certainement envie peut-être de m'accompagner sur une métaphore que vous connaissez peut-être. Imaginez qu'il est 5 heures du matin. Vous êtes sur la plage de Stande. Il ne fait plus nuit, mais il ne fait pas encore jour. Vous êtes assis à même le sable. Le sable est encore humide de la dernière marée. Le vent souffle au loin, dans une brume un peu indistincte. Vous entendez les vagues qui se fracassent sur la plage. Vous entendez le vol des oiseaux, le cri, le chant des oiseaux, le vent qui souffle. Il y a une odeur de sel et d'eau dans l'air. Vous avez deux possibilités à ce moment-là. La première, c'est de dire « je suis sur la plage de Stande ». C'est du sable, c'est la plage, c'est la mer. Vous pouvez assigner à résidence, par des mots définitifs, l'instant dans lequel vous êtes. Ou vous pouvez, à l'instar de ce que disait Sartre dans La nausée, vous laisser porter par l'instant et lui conférer une incertitude. Vous écarter de la vérité, vous laisser porter par l'instant et lui donner l'épaisseur de l'intentionnalité émotionnelle, de lui donner cette saveur, de ne pas vouloir absolument assigner à résidence et de désobéir à l'ordre des choses. Je crois que c'est une manière de restaurer de la vitalité, parce qu'il y a un questionnement, et ce sera peut-être le dernier que j'aborderai, même si ça ne correspond naturellement en rien à ce que Madame Sevrin m'avait donné comme mission, mais bon voilà, il faut désobéir. La question, c'est de savoir, est-ce que la culture va sortir indemne? Est-ce que cette société qui est la nôtre, non pas tellement, je veux dire, le système culturel, hein, de tous les artistes et tout ça, c'est une question politique qui est très grave, je crois. Mais vraiment de savoir si notre culture, notre système culturel n'est pas en train de s'effondrer. Je pense quelque part qu'il y a un homme à qui nous devons exprimer notre colère. Un homme qui nous fait beaucoup de mal. C'est Galilée. Galilée est un homme qui vraiment vient poser la question de la culture. Vous savez que Galilée nous a dit que l'homme se berce d'illusions, car il s'appuie sur, comment dirais-je, sur les apparences pour penser le monde. Nous savons que le monde, la connaissance du monde, le monde sensible,
nous fait croire, selon Galilée, qu'il y a des odeurs, des saveurs, des couleurs, des choses agréables, des choses désagréables. Le monde sensible qui produit une subjectivité, selon Galilée, cela n'est qu'apparence et illusion. Le monde est en réalité, l'univers réel est animé par des formes et des figures, et que la manière de penser cela, c'est ce qu'on appelle la géométrie. Il a donc produit cet acte qui fait quelque part que l'homme doit s'écarter des apparences de sa subjectivité pour atteindre à une perception du monde grâce à la géométrie, la science, qui ne veut pas se laisser toucher par le subjectif. Alors, ce savoir illusoire, c'est naturellement ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, des êtres qui avons sensibilité. Et on le voit clairement quelque part, que nous sommes dans cette situation actuelle sous l'emprise de savants qui nous disent ce que nous devons faire pour ne pas mourir demain. Tout le monde sensible qu'il y a n'est pas pris en compte par ces savants, de je ne sais plus comment s'appelle cette organisation scientifique, où des experts disent aux politiciens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Pas un mot n'est mis sur la sensibilité, pas un mot n'est mis sur la subjectivité, pas un mot n'est mis sur le ressenti. Le baiser que deux amants échangent n'est pas un moment d'amour, c'est le bombardement de gouttelettes microscopiques qui contiennent des virus. Or, quand moi je vois un homme, il embrasse une femme, ou deux femmes qui s'embrassent, ou deux hommes qui s'embrassent, je n'ai pas cette vision géométrique de ce moment de merveille qui est un moment d'amour, un moment d'amitié, un moment de tendresse, un moment de sexe, qui sont ces moments où quelque part la subjectivité des êtres s'exprime avec toute force. Et je pense que quelque part, tout le monde psy doit jeter des cailloux sur Galilée pour dire combien, pas sur la figure de Jésus. Je ne veux pas qu'on lapide quelqu'un encore. Exprimer cette colère, exprimer ce désarroi avec courage et vigueur, c'est-à-dire de réintroduire de la subjectivité. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu vous dire? J'ai voulu vous dire 3-4 choses. La première, nous sommes des êtres en colère aujourd'hui, et une chance que nous le soyons. Et la première chose que l'on doit faire pour sortir de cette impasse dans laquelle on est, c'est de légitimer cette colère, de la valider, de la voir comme elle a toujours été au fond, depuis toujours, dans nos sociétés. Elle a été l'occasion, en quelque sorte, de répondre à cette question fondamentale que me posaient les organisatrices de ce petit moment, c'est l'homme peut faire quelque chose, de réinstaurer dans notre tête l'idée que nous ne sommes pas des partenaires passifs impuissants, mais que nous sommes des acteurs capables de créativité et d'inventivité. J'écoutais là une psychologue qui, à Louvain-la-Neuve, a demandé aux étudiants de photographier leur cote, de photographier leur espace de vie, puisque vous savez quelque part que les étudiants viennent avec un problème majeur, qui est que leur univers de vie, c'est également leur univers de travail. Il n'y a pas de délocalisation de l'espace. Nous sommes des êtres de espace, et donc nous avons besoin d'un lieu où dormir, un lieu où manger, un lieu où se laver et un lieu pour apprendre. Or, avec le Covid, tout est au même endroit. Donc, on leur a demandé de photographier leur balcon, leur terrasse, leur espace de vie. Puis ces photos, elles vont être déposées dans la ville de Louvain-la-Neuve. Il y a des jeunes étudiants d'un code qui s'appelle le photocode qui vont déposer cette photo à travers la ville. Et puis, des étudiants se donnent comme point d'ancrage le centre de santé mentale, et puis ils vont se promener pour aller voir à travers la ville ces photos. Et ils se mettent à parler, à raconter. Ce ne sont pas des photos qui méritent un concours d'espace, c'est des photos qui confèrent à la banalité, à la petitesse de la vie de chacun. Mais il y a un débat qui se lance, il y a du rire, de l'émerveillement, du réenchantement. Et la promenade se fait avec lenteur. On marche, ce n'est pas une course, c'est un moment de lenteur, de nonchalance où on va de photo en photo, discuter, taper la bavette, rire, converser, créer des moments où on raconte et où on transforme. Et je crois que la seule manière véritable pour atteindre un sentiment de restauration de santé mentale, c'est de faire ces deux choses. Après, il me semble qu'il est très, très important que nous soyons attentifs
Et je terminerai par cette simple phrase, attentif au temps qui passe, à l'écoulement du temps, à remettre du projet. Qu'adviendra-t-il demain? Que voulez-vous demain? Qu'est-ce que vous inventerez demain? Parce qu'au fond, une crise n'est jamais que cela. J'ai toujours été frappé par les grandes catastrophes que les hommes ont vécues. Par exemple, tous nos rituels de mort sont nés de la guerre 14-18. À l'époque, avant le début de la guerre, lorsque quelqu'un mourait, les endeuillés portaient le vêtement noir complet pendant 1 an et 1 jour. À la messe qui suivait la mort, la messe était entièrement consacrée à cet homme ou à cette femme, et on parlait de lui. Il y avait des rituels collectifs. Mais avec la guerre 14-18 et la mort galopante, tout le monde aurait été habillé en noir, et les messes n'auraient été que de litanies de morts. Alors, la France, la Belgique, l'Italie, enfin pas la Suisse, l'Espagne, tous les pays qui ont été traversés par cette guerre ont réinventé leurs rituels. On a porté un brassard noir plutôt que d'être en noir. La durée du deuil a été différente. Les messes ont été réinventées. Et on a érigé dans chaque ville française, dans chaque ville belge, mais surtout française, un monument aux morts de la guerre 14-18. Je vous invite à les regarder. Ils sont intéressants parce qu'en fait, à travers la France, où il y a dans chaque village, dans chaque ville, un monument aux morts de la Première Guerre mondiale, il n'y en a que 6 à travers la France entière où il y a un mort sur le monument. Ce sont des soldats debout, l'arme au poing, ou c'est une colombe, ou c'est une métaphore, mais l'homme qui incarne le soldat français, le poilu, il est debout, en vie, et il part en guerre. Il n'y a que 6 monuments où il y a un gisant, un homme mort, un homme blessé, un homme touché par la guerre 14-18. C'est pas qu'on veuille oublier, c'est pas qu'on veuille oublier. Je pense quelque part que oublier, c'est naturellement se priver de la richesse d'un événement, c'est de se poser de savoir comment, après une déferlante de mort, la vie revient et reste présente. Et je crois que ce sera notre job. Et je pense que de pousser cette vie plutôt que la mort, c'est le travail qui nous attend dès demain. Je vous remercie. Merci à vous pour l'épaisseur de ce temps présent. On a pu voyager à travers vos mots, sans doute en restant dans notre silence, mais je suis certaine que chacune et chacun a pu voyager dans sa tête et accrocher des petites choses. Voilà, je relève juste un trait ou deux qui sont revenus dans la conversation. Quelqu'un posait la question, est-ce que c'est vraiment l'État qui souhaite gérer notre santé ou est-ce que c'est plutôt une exigence de tout un chacun d'avoir en face de lui un État protecteur, parent protecteur tout-puissant qui gère de son côté les choses et qui est dépossédé de ce trait d'action. Je pense que vous en avez donné des éléments. En même temps, on n'était pas là pour être dans une place qui n'est pas la nôtre, mais plutôt dans notre... Il y a une réponse politique à cela. Oui, la réponse politique, ça a été le nihilisme. C'est-à-dire quelque part que les hommes se faisaient exploser avec une bombe et voulaient détruire en ne sachant pas ce qu'il y aura demain, parce que quelque part, dans le ministère de la Santé, il y a naturellement quelque chose qui est de l'ordre du contrôle et de la maîtrise et de la capture. Et donc, je veux dire quelque part, tout le débat sur le vaccin, tout le débat sur la santé publique a à voir avec la liberté, naturellement. Je veux dire quelque part, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de se laisser mourir? Est-ce qu'on a le droit de se suicider? Est-ce qu'on a le droit de ne pas gérer sa maladie comme les médecins ont décidé qu'elle soit? Donc, il y a vraiment une question qui est une question vaste, hein, qui est une question qui dépasse naturellement de loin mes compétences à moi, ça c'est clair. Oui, et j'associais en vous écoutant et à travers les mots que vous avez proposés, par exemple, la suite de la colère qui n'est parfois pas entendue et qui n'est pas reconnue comme une émotion singulière, à tout ce qu'on entend dans le mouvement chez les adolescents, ces adolescents qui, comme vous l'avez dit, arrêtent de vivre ou bien exprime cette colère à travers des scarifications, des attaques au corps, et vous l'avez repris plus loin en disant l'importance de se réapproprier son corps. Je pense que à ce moment-là, on est face à des adolescents qui essayent, tant bien que mal,
mal d'adresser quelque chose au social, à ceux qui les entourent, qui est de l'ordre de cette réappropriation du corps, de défendre cette liberté d'être dans ce corps. Et ça fait certainement écho aussi au dehors et dedans que vous avez décrit à travers l'installation de nos villes aujourd'hui, voilà, de nos corps aussi. C'est quoi le dehors, c'est quoi le dedans? Et donc, je trouve que tout ça va continuer à nous faire penser. Voilà. Et d'ailleurs, on voit émerger des petites choses dans les questions et réponses et dans la oui, quelqu'un qui indique que la pandémie a aussi sans doute mis sous l'été noir la colère de la jeunesse concernant toute leur implication pour le climat, pour la planète. Et voilà, et d'autres qui adressent des petites choses également dans le chat, en soulignant l'inspiration que vous nous avez donné, le côté nourrissant et passionnant de la profondeur de vos propos. Et je souligne que je ne vous avais pas donné une mission, mais que je m'appuyais sur votre vitalité pour avoir un temps ensemble qui allait nous porter justement. Et je pense que voilà, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce moment. Non, il faut vous assumer que vous êtes comment. Ah. Bien sûr, on vous a adressé une demande, certainement. Non, il y avait des ordres que vous m'aviez donnés. Non. Des ordres, des propositions et des pistes. Si je ne peux pas déconner, il ne fallait pas m'inviter. Évidemment que j'étais libre de faire et que vous ne m'avez rien demandé, évidemment. Mais si je ne peux pas dire des conneries, à ce moment-là, je ne suis pas libre. Mais bien sûr, et je vous laisse votre liberté. Je prends la mienne. Évidemment. Mais un tout grand merci vraiment pour cette épaisseur. Et j'aurais envie de dire que là, sous le soleil qui nous a accompagnés, même si nous étions enfermés, je nous souhaite à tous d'être courageux, de prendre nos vélos, de rouler jusqu'à la plage d'Ostende et de prendre le moment de papoter sur cette plage certainement accueillante cet après-midi. Voilà, un tout grand merci, vraiment. On va laisser encore l'espace ouvert quelques minutes pour ceux qui souhaitent déposer des choses dans le chat. Jean Van Emmelreg, je ne sais pas si vous avez accès quand vous ouvrez le petit onglet chat. Ah oui, je n'avais pas vu ça. Voilà. Et donc là, tout un chacun peut déposer ce qu'il souhaite et on éteindra dans 2-3 minutes cet espace ici. Voilà, un tout grand merci. J'en profite pour certains ont demandé si le temps était ici enregistré, donc on va élargir le présent grâce à la technologie et vous y aurez accès, mais dans un temps futur, via le site de Yapaka. En effet, on l'a enregistré, vous pourrez le réécouter, le partager, le travailler en équipe, voilà, le faire vivre autrement dans un ailleurs. Certainement, et vous dire aussi qu'on aura bientôt un autre webinaire sur les différents temps qui occupent cette crise et qui scandent probablement cette crise, et on vous donne rendez-vous pour ça que je ne dise pas de bêtises, le vendredi 7 mai avec Delphine Penouart. Voilà. Merci à chacun et à chacune. Merci à vous de l'invitation. Voilà. Du plaisir que j'ai eu de collaborer, et excusez-moi de vous avoir taquiné bêtement. Oh, c'est un plaisir, c'est quand même, ça fait la richesse de l'échange. Hein. Voilà. Et donc, quelqu'un redemandait votre petite phrase que vous aviez donnée en introduction de Pessoa. Moi, je ne l'ai pas notée avec exactitude. C'est « Vivre n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de naviguer. » Voilà. Et Pessoa l'avait repris en disant « Vivre n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de créer. » Créer. Voilà. Et donc, elle se trouve dans le centre de Lisbonne, à l'endroit où Pessoa a vécu, et qui est un magnifique poète extraordinaire, vraiment impressionnant d'intelligence et de nuance.
Bien, merci, ça nous donne aussi encore à penser, ça nous donne un petit élan encore. Voilà. Souligne votre humour. Hein. Ah ben, tant mieux. Alors voilà, un tout grand merci à chacun, à chacune. On va refermer le lieu. Bon après-midi et à tout bientôt pour de prochains temps ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.